Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque? Merci. Vous remarquez ces trous? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant. Cela semble logique, n'est-ce pas? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas. D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg, portant le poids total du masque à 10 kg. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore, et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère, probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisaient partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme.
De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour, il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de deux portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau ? Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait. Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement. Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII, mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante » sans rapport avec le sexe de cette dernière. Peut-être n'est-ce qu'une belle légende après tout. Il s'avère que la grande pyramide de Gizeh pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pense, genre plus de 20 000 ans, hein. C'est plus vieux que l'agriculture ou l'écriture. Mais alors qui a bâti des monuments aussi stupéfiants? Était-il seulement humain? Le chercheur italien Alberto Donini a basé son idée sur ce qu'on appelle la méthode de l'érosion relative. En bref, on regarde comment la pierre s'use avec le temps et on se dit « ouais, ce genre de dégâts prendrait bien plus que quelques millénaires ». Mais avant d'approfondir, voici un petit rappel sur les pyramides elles-mêmes. Les pyramides de Gizeh comptent parmi les plus anciennes structures géantes en pierre jamais construites par l'homme. 2 d'entre elles restent les plus hautes pyramides jamais bâties dans le monde antique. Et la grande pyramide de Khéops est la plus haute des 3. Il y a une autre raison pour laquelle cette grande pyramide est spéciale.
C'est la seule des 7 merveilles originelles du monde antique qui soit encore debout aujourd'hui. Or, ces pyramides n'ont pas été construites d'un coup, en un instant, hein. Beaucoup de gens y ont travaillé sur plusieurs générations, et on peut voir leur progression au fil du temps. Les premières pyramides ont des erreurs, des angles bizarres et des problèmes de structure. Quant aux plus récentes, elles deviennent plus nettes et plus efficaces. On dirait que les bâtisseurs comprenaient les choses petit à petit. Chaque génération a résolu de nouveaux problèmes d'ingénierie et s'est améliorée. C'est comme les mises à jour d'un smartphone. Chaque nouvelle version est plus fluide et plus avancée. Cela nous amène aux grandes questions. Quel âge ont les pyramides? Et qui les a construites? Oh, et comment diable les gens ont-ils déplacé et empilé des pierres pesant autant que des camions sans machines modernes? Eh bien, jusqu'ici, nous avons des preuves assez solides sur la chronologie générale et les ouvriers impliqués. Mais les méthodes de construction exactes font encore débat, d'où le succès d'idées comme celle de la pyramide vieille de 20 000 ans. La plupart des historiens s'en tiennent à la datation traditionnelle, environ 4500 ans. Maintenant, revenons à la méthode de l'érosion relative. Le vent, la pluie, le chaud, le froid, tout cela ronge lentement la roche. Et plus une pierre reste dehors, plus elle s'abîme, comme un vieux trottoir qui a l'air bien plus rugueux qu'un tout neuf. Et la grande pyramide n'a pas toujours été rugueuse et brute. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc et lisse. Mais après un gros séisme en 1303, les Égyptiens ont retiré les pierres extérieures pour reconstruire le Caire. C'est pourquoi certaines parties de la pyramide ne sont exposées aux intempéries que depuis environ 675 ans. À la base de la pyramide, il y a un dallage en calcaire. Une partie était cachée sous ces pierres de parement pendant des millénaires et n'a été exposée qu'après leur retrait. Juste à côté, il y a un dallage fait de la même pierre, mais qui est exposé depuis le jour où la pyramide a été bâtie. Ces durées d'exposition différentes transforment la pyramide en un véritable chronomètre naturel. En gros, Donini a examiné 2 parties d'une même pierre, en posant une question simple. Si autant de dégâts ont eu lieu en 675 ans, combien de temps faudrait-il pour en causer autant? Pour obtenir la réponse, il n'a pas examiné qu'un seul endroit. Il a vérifié 12 endroits différents autour de la pyramide, car la pierre ne s'use pas uniformément partout. Certaines zones reçoivent plus de vent, d'autres sont plus exposées au soleil, et d'autres peuvent avoir de minuscules fissures qui accélèrent les choses. À cause de cela, les chiffres qu'il a obtenus étaient très différents. Certains points faisaient paraître la pyramide assez jeune, d'autres points la faisaient paraître incroyablement vieille. Alors, au lieu de choisir un seul chiffre, il en a fait la moyenne. Et en faisant cela, la moyenne est ressortie à environ 25 000 ans. Si cette estimation est un tant soit peu proche, cela signifierait que la pyramide a été bâtie bien plus tôt qu'on ne le pense, vers 23 000 avant notre ère. Maintenant, Donini ne prétend pas que ce soit une date exacte. Selon son analyse, il y a de fortes chances que la pyramide soit bien plus vieille que ce que l'on croit traditionnellement, mais ce n'est pas une garantie. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux experts soient en désaccord total avec cette théorie, ce qui la rend controversée. C'est là une excellente chose à propos de la science. Elle est basée sur des faits, pas sur ce qui est populaire à l'époque. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces mystérieuses pyramides antiques. La Grande Pyramide est la plus ancienne des 3 célèbres pyramides de Gizeh et c'est aussi la plus grande. Elle a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie égyptienne. Si vous avez déjà entendu le nom de Khéops, c'est juste la version grecque du nom de Khufu. En gros, c'est le même gars comme Robert contre Bob. Juste à côté de la Grande Pyramide, il y a 2 autres grandes pyramides. Ce n'étaient pas des projets faits au hasard. Elles ont été construites pour la famille de Khéops. Toutes 3 ont été construites pendant l'Ancien Empire égyptien, réparties sur 3 générations de souverains. On ne peut vraiment pas fixer de date exacte, car nous n'avons pas assez de preuves. Les historiens doivent reconstituer toute l'histoire à l'aide d'archives anciennes, d'inscriptions et de datations au carbone 14, comme assembler une chronologie à partir de notes à moitié brûlées et de reçus délavés. Un grand mystère est de savoir si chaque pharaon a vécu assez longtemps pour voir sa pyramide terminée. Ces projets étaient massifs et prenaient des années, voire des décennies. Il est fort possible que certaines pyramides aient été achevées par le souverain suivant après le décès du pharaon d'origine. La Grande Pyramide elle-même a probablement été construite environ 100 ans après une précédente, qui était une pyramide à degrés. C'était une sorte de prototype qui a aidé les bâtisseurs égyptiens à comprendre comment passer de marches empilées à des géants aux parois lisses. Mais comment ont-ils réellement réussi cela ?
parce qu'empiler des millions de rochers géants en une pyramide parfaitement formée n'est pas quelque chose que l'on fait quand on s'ennuie. Première chose à considérer, personne ne l'avait vraiment fait auparavant. La pyramide plus ancienne ressemblait davantage à un escalier de pierre géant. C'est génial, mais c'est vraiment très différent. Les pyramides de Gizeh, c'était d'un tout autre niveau. C'est comme passer de la construction d'un simple abri de jardin à celle d'un gratte-ciel, et réussir d'une manière ou d'une autre sans tout gâcher. D'une part, l'Égypte ancienne s'en sortait plutôt bien à cette époque-là. Chaque année, le Nil débordait, et quand l'eau se retirait enfin, elle laissait derrière elle un sol qui était devenu super fertile. En résumé, ils avaient assez de nourriture pour nourrir une main-d'œuvre massive. Ce surplus alimentaire a financé les pyramides. Les dirigeants ont organisé l'agriculture efficacement et ont utilisé ces stocks pour subvenir aux besoins de milliers et de milliers d'ouvriers. Côté ouvriers, certains travaillaient sur les pyramides à plein temps. D'autres étaient des agriculteurs venant en renfort hors des travaux des champs. Certains payaient leurs impôts par ce labeur pour le pharaon. De plus, des notes prouvent une planification quotidienne intense. Pendant la saison humide, les Égyptiens utilisaient des bateaux à fond plein pour faire flotter les pierres lourdes plus près du site au lieu de devoir tout traîner sur la terre ferme. Le fleuve se chargeait donc d'une grande partie du travail le plus lourd et le plus difficile. Le défi était de faire monter ces pierres massives au sommet. Impossible de soulever un rocher de plusieurs tonnes au-dessus de sa tête et espérer que ça tienne. L'échec serait fatal. Les bâtisseurs ont dû utiliser des rampes. Mais si vous construisez une seule longue rampe droite depuis le sol jusqu'au sommet de la pyramide, cette rampe serait si énorme qu'elle ressemblerait à une autre pyramide. Genre, félicitations, vous avez construit la mauvaise pyramide en premier. C'est pourquoi les gens ont fini par proposer d'autres idées. Peut-être que la rampe s'enroulait autour de l'extérieur, montant en spirale comme dans un parking. Ou peut-être que la rampe était cachée à l'intérieur de la pyramide, ce qui semble cool et mystérieux, mais il n'y a pas encore de preuves vraiment solides pour cela. Ce qui a beaucoup aidé, c'est la découverte d'une ancienne carrière de pierre appelée Atnoub, datant de la même période. Des archéologues ont trouvé un système de rampe super raide que tout le monde pensait être totalement impossible auparavant. Il y avait des trous pour des poteaux en bois sur les côtés, et les ouvriers utilisaient probablement des cordes et des traîneaux pour traîner d'énormes blocs de pierre vers le haut. Imaginez un groupe de personnes tirant un traîneau tout en enroulant des cordes autour de poteaux pour obtenir une force de levier supplémentaire. Comme des athlètes de l'Antiquité en pleine séance de jambes, jour après jour. Si les bâtisseurs utilisaient cela, les rampes n'avaient pas besoin d'être aussi massives. Elles pouvaient être plus courtes et bien plus raides. Quoi qu'il en soit, le mystère de la construction des pyramides est encore loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par découvrir le fin mot de toute cette histoire. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques.
la conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Ils modelaient ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé ? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes.
La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Aï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Aï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Aï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet.
Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fora le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan. Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamique géologique, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmis par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle,
il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvue de valeur historique, cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement être la plus ancienne jamais édifiée par l'homme. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la vallée des rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette, qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kérot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela? Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler,
Sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous. Mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pattes de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet. On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Quelque chose d'étrange se cache sous les sables de Gizeh, et les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. Des archéologues viennent de découvrir une structure cachée près de la Grande Pyramide, à l'aide d'une technologie avancée de reconnaissance souterraine.
Que contient-elle? Personne ne le sait. Mais les fouilles ont déjà commencé. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais elle n'est pas seule. Elle est entourée d'une ancienne nécropole, un immense cimetière royal rempli de tombes et de monuments. Ils appartiennent à des pharaons, à des nobles et à d'autres hauts dignitaires. La plupart de ces tombes se trouvent au-dessus du sol. Elles portent le nom de mastabas. Il s'agit de sépultures rectangulaires au toit plat, construites en calcaire ou en briques crues. Elles font l'objet d'études depuis des décennies. Cependant, grâce à de vieux films, nous savons qu'il ne s'agit pas de simples tombeaux. Ils abritent de profonds puits verticaux menant à des chambres funéraires souterraines, où le passé a été scellé pour l'éternité. Récemment, des archéologues ont découvert un étrange espace, vide dans le cimetière. Une parcelle de terrain totalement inexplorée. Pas de mastaba, pas de ruines visibles, rien. Pendant des années, ils l'ont ignoré. Mais entre 2021 et 2023, ils ont décidé d'enquêter. Ils n'ont toutefois pas creusé. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technologie similaire à nos radios médicales, mais pour le sol. Ces radars ont permis aux scientifiques de voir. Et il y avait bien quelque chose sous le sable, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié. Une structure souterraine en deux parties. L'une est peu profonde et en forme de L. Elle mesure environ 10 mètres de long et est enterrée à seulement 2 mètres de profondeur. Et plus bas, une anomalie plus mystérieuse encore. Une structure complètement différente de tout ce qui se trouve dans les environs. Ils l'ont qualifiée d'anomalie à haute résistance, ce qui signifie qu'elle est dense et solide, probablement faite de pierre, de sable ou même de métal, et personne ne sait ce qu'elle renferme. Il est évident que cette structure en forme de L a été construite de main d'homme. Elle n'a rien de naturel, et il se pourrait qu'elle ne soit qu'une entrée vers ce qui se cache en dessous. Cependant, nous n'avons encore que des hypothèses concernant son contenu. Elle est remplie de sable et de gravier. Elle a probablement été remblayée délibérément après sa construction, peut-être pour la préserver. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'équipe archéologique devra procéder à des fouilles pour comprendre exactement ce qu'était cette structure et pourquoi elle a été construite. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une chambre funéraire perdue. De nombreuses tombes à Gizeh ont des sites funéraires souterrains, mais la plupart présentent des marqueurs clairs à la surface. Celle-ci, pour une raison quelconque, n'en a aucun. Mais il se peut, tout de même, qu'il s'agisse bien de cela. La deuxième hypothèse est qu'il s'agit d'une ancienne chapelle funéraire. Les égyptologues savent que certaines chapelles furent construites de cette manière. Mais on les construisait généralement au-dessus du sol, non pas au-dessous, comme celle-ci. Enfin, il pourrait s'agir de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Si cette structure s'avère être d'un type nouveau, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur les sépultures des pharaons. La seule façon d'en être certain est de continuer les fouilles. Et c'est exactement ce que font les archéologues sur ce site. Leur travail a déjà bien avancé. Ils sont pressés de découvrir la vérité. Cependant, il existe un réel danger. Les structures anciennes et fragiles de Gizeh doivent être manipulées avec précaution. Sinon, elles pourraient être endommagées de manière irréversible. Nous devons donc être patients. Ces tombes ont toujours recelé des mystères fascinants. Malheureusement, à cause des pilleurs, beaucoup de choses nous ont échappé jusqu'à présent. On construisait ces tombes dans le but de préserver les corps pour l'éternité. Mais cela n'a pas empêché les pilleurs de s'y introduire pour y dérober tout ce qui avait de la valeur. Ils s'en prennent à ces sites antiques depuis des milliers d'années, depuis l'époque des pharaons eux-mêmes. La plupart des tombes les plus célèbres, notamment celles de Gizeh, de Saqqara et de la vallée des rois, ont été pillées. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique. Et les pilleurs prenaient cette activité très au sérieux. Ils creusaient des tunnels secrets pour contourner les pièges et les murs. Ils soudoyaient ou menaçaient les ouvriers travaillant dans les tombes pour obtenir des informations. Ils ouvraient les sarcophages pour s'emparer de l'or, des bijoux et des objets anciens. Et lorsque les archéologues modernes ont découvert ces tombes, elles avaient déjà été entièrement pillées. Les pharaons au pouvoir se sont vite lassés de ces actes de vandalisme. La vallée des rois, célèbre cimetière de la royauté égyptienne, était censée être la zone la plus sécurisée. Les tombes y étaient construites profondément sous terre, cachées dans les airs. Les passages étaient scellés par d'énormes blocs de pierre. De fausses portes et des pièges étaient ajoutés pour dérouter les voleurs. Des malédictions étaient même inscrites sur les murs, promettant un destin tragique à quiconque oserait profaner la tombe. C'est de là que viennent toutes ces histoires terrifiantes sur les momies. Vous l'aurez deviné. Rien de tout cela n'a fonctionné.
La plupart des tombes de la vallée des rois furent entièrement pillées moins de 100 ans après leur construction. Même la tombe du roi Toutankhamon, l'une des plus célèbres de l'histoire, fut profanée à 2 reprises dans l'Antiquité. Certains décidèrent de riposter. Les souverains du Nouvel Empire construisirent des tombes cachées et anonymes afin d'empêcher les pilleurs de les trouver. Cela ne fonctionna pas. Certains pharaons, comme Ramsès II, furent secrètement déplacés afin qu'on ne puisse pas déranger son sommeil éternel. Cela n'a eu aucun effet. Les pilleurs de tombes ont toujours triomphé. En effet, il ne s'agissait pas de simples voleurs, mais d'individus habiles, organisés et bien informés. Ils savaient exactement où chercher. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la construction de ces sites et savaient où se trouvaient les entrées. S'ils ne pouvaient pas enfoncer les portes, ils creusaient à travers les murs, les sols ou même les plafonds pour pénétrer à l'intérieur. Ils travaillaient rapidement, souvent dans les années qui suivaient la fermeture des tombes, avant que tout le monde oublie où se trouvaient les objets de valeur. La pyramide de Khéops, située à côté de cette structure récemment découverte, a été pillée bien avant l'époque moderne. La seule chose qui restait à l'intérieur lorsque les explorateurs sont arrivés, un coffre en granit vide là où se trouvait autrefois le sarcophage. Malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est l'histoire elle-même qui disparaissait à chacun de ces raids. Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient par écrit et en détail ce qu'ils enterraient et où ils le faisaient. Ainsi, lorsque les archéologues comparent ces listes avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir ce qui manque, c'est-à-dire souvent tout ce qui a de la valeur. La plupart des artefacts ne finissent pas dans les musées, mais disparaissent dans des collections privées où ils ne peuvent plus jamais être étudiés. Ce qui est bien sûr tout à fait injuste. En fait, quelques pays en ont eu assez et ont commencé à promulguer des lois afin de récupérer les pièces historiques auprès des collectionneurs privés. En Italie, si vous possédez une pièce antique romaine, vous devez prouver que vous l'avez obtenue légalement. La Chine recherche elle aussi activement les pièces volées et doit trouver des moyens de les récupérer auprès des collectionneurs occidentaux. En Égypte, de nouvelles lois ont été votées afin d'interdire aux particuliers de posséder des objets anciens. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, n'ont aucun problème avec le fait que des personnes fortunées possèdent leur histoire. Le British Museum est presque entièrement constitué d'objets pillés. Les empires européens ont envahi la moitié de la planète et ont ramené chez eux tout ce qui leur plaisait. Leur musée leur regorge souvent de tels vestiges. Malheureusement, ils refusent la plupart du temps de les restituer. Prenons l'exemple de la pierre de Rosette. Elle a été dérobée en Égypte par l'armée de Napoléon. Elle a ensuite été volée par les Britanniques après leur victoire sur les Français. L'Égypte réclame sa restitution depuis des années, mais toujours sans succès. Ou encore les marbres du Parthénon. Ces magnifiques sculptures grecques monumentales ont été dérobées à Athènes par un lord britannique au XIXe siècle. La Grèce réclame leur restitution depuis lors, mais le Royaume-Uni n'est pas disposé à les rendre. Et c'est sans parler des innombrables artefacts mésoaméricains dispersés dans divers musées à travers le monde. Les explorateurs européens ont pillé les temples mayas et aztèques, emportant statues, bijoux et objets sacrés. Et aujourd'hui, le Mexique se bat pour les récupérer. Il ne serait pas surprenant que même cette mystérieuse chambre souterraine ait déjà été pillée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il s'agit vraiment d'un lieu récemment découvert, pourrait-il être l'un des rares à avoir échappé aux pilleurs? Se pourrait-il qu'il renferme encore des objets anciens, intacts depuis 4500 ans? Nous ne pouvons qu'espérer que les voleurs ne s'y soient pas déjà introduits. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne.
Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut. Et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place.
La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons. Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement, l'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. La cause de sa mort, la maladie de Hodgkin, n'était pas un secret. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Lorsqu'ils sont inhalés par des gens dont le système immunitaire est affaibli, cela peut entraîner un risque élevé d'infection. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'1 siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes. Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner.
lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion. Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986, ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir, et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement ? En raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine, vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source ? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce ? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes. Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine, où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait ?
Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent également causer d'autres dommages. Comme elles poussent constamment, les rats doivent constamment ronger pour les empêcher de devenir trop longues. Si vous avez déjà eu une petite fringale tardive, vous comprenez ce sentiment. Les câbles électriques sont souvent la première cible des rongeurs et les bâtiments abandonnés en regorgent. Le vieux câblage est déjà dangereux en soi. Les structures érigées avant 1984 utilisaient souvent des fils en aluminium. Aujourd'hui, le cuivre est préféré, car un fil en aluminium a 55 fois plus de chances de prendre feu qu'un fil en cuivre. Un simple geste, comme actionner un interrupteur dans un bâtiment délabré, peut vous coûter la vie. Soyez attentifs aux signes révélateurs que quelque chose ne va pas. Des lumières qui clignotent, des étincelles au niveau des prises ou une odeur de fumée. De plus, ne comptez pas sur une prise de terre pour vous protéger de l'électrocution, car celles-ci ne sont devenues la norme qu'à partir des années 1960. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans.
Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X, afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon.
Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures.